Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Toutes les nuits, le même cauchemar. Tous les jours, la même angoisse. À Gravelines, près de Dunkerque, dans les Hauts-de-France, l'insécurité est devenue ingérable. Et cette fois, ce ne sont pas les narcotrafiquants qui menacent la quiétude des habitants, mais l'afflux de migrants qui veulent traverser la Manche pour atteindre l'Angleterre. Chaque nuit, des détonations, des bagarres, des véhicules pris pour cible. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. Coups de feu, hurlements et un épais nuage de fumée. C'est le quotidien de ces habitants de Gravelines qui vivent à côté d'un bois, une zone de transit où des migrants se cachent, allument des feux, attendent les consignes de leurs passeurs avant de tenter la traversée de la Manche sur une embarcation de fortune. Christine, une riveraine, est excédée par ces violences. Ils sont armés, ils se battent, on est dans l'insécurité complète, quoi. Puis c'est anxiogène, on dort plus la nuit, on est en fumée, ça rentre par les VMC, c'est horrible, quoi. Voitures caillassées, vols dans les jardins, ras-le-bol poursuit Claude, même s'il est conscient du risque que prennent ces exilés. Là, ils vont peut-être à la mort, Ils vont monter sur un bateau, se noyer, être écrasés. Ouais, c'est malheureux. Enfin, à un moment donné, faut faire quelque chose, On n'est pas là pour subir ça. Mais c'est surtout l'impression d'être laissé pour compte qui prédomine dans ce quartier, explique Michael. On nous demande, il faut appeler les forces de l'ordre, il faut faire le 17. En fait, on est pris pour des idiots. Et clairement, quand ils se déplacent, ils nous disent qu'ils ont de choses à faire. Et oui. Dernier exemple en date, poursuit cet habitant. Mardi soir, 200 migrants, 3 policiers sur place, déplore-t-il. Des riverains exaspérés qui envisagent même de créer une milice. À Gravelines, Maximilien Carlier, Europe 1. L'immigration en France, ce sont aussi de nombreux étudiants qui viennent chaque année grossir les rangs de nos universités et parmi eux de nombreux Algériens. Oui, au total, 8000 visas étudiants accordés l'année dernière, 1000 de plus que l'année précédente, et alors que le torchon brûle depuis des mois entre Paris et Alger. Notamment sur la question des OQTF que l'administration Tebboune refuse de récupérer. Et voilà donc que le gouvernement déroule le tapis rouge aux étudiants algériens. Une incohérence, et pas la seule, qui scandalise la droite, Mayalène Trémollet. Gouvernement Tartuffe, ce sont les mots d'Éric Ciotti, le patron de l'Union des droites pour la République, qui rappelle que Boualem Sansal est toujours détenu dans les geôles algériennes, et ce depuis bientôt un an. De son côté, l'eurodéputé Reconquête Sarah Knafo appelle à supprimer tous les avantages accordés par la France à ce pays hostile, des avantages qu'elle a listés et qui atteindraient un montant exorbitant. 9 milliards d'euros par an, donc c'est dire ce que ça nous coûte depuis des décennies maintenant, depuis qu'on a signé des accords de coopération avec eux, des étudiants algériens. Ça nous coûte 380 millions d'euros par an. Si Marion Maréchal, présidente d'Identité Liberté, condamne la diplomatie masochiste de la France, pour le maire de Perpignan et élu du Rassemblement national Louis Alliot, il s'agit avant tout d'une guerre dans laquelle l'Algérie veut faire plier le pays. Du côté de la place Beauvau, qui tente depuis un an d'inverser le rapport de force avec le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune, on pointe du doigt la responsabilité du Quai d'Orsay dans la délivrance de ces nouveaux visas étudiants. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. La flottille pour Gaza, de nouveau interceptée par Israël à son bord, notamment l'activiste suédoise Greta Thunberg ou encore l'insoumise Rima Hassan. Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, est en direct avec nous. Bonjour Frédéric, cette fois la flottille est plus importante, une 50aine de navires. Oui, et le défi est de taille pour les autorités israéliennes, puisque la flottille comporte en effet près d'une cinquantaine. Ah, nous avons perdu Frédéric. On va le retrouver dans un petit instant. Notez que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants et à permettre leur retour en France dans les meilleurs délais, rappelant qu'il leur avait été formellement déconseillé de se rendre dans la zone. Propos jugés honteux par Jean-Luc Mélenchon et qui donne raison à Netanyahou, selon le leader insoumis. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. La politique, les Républicains en tête-à-tête avec Sébastien Lecornu aujourd'hui. Le Premier ministre poursuit ses consultations avant d'annoncer son gouvernement probablement ce week-end. Lundi, les Républicains lui ont remis un contrat de gouvernement, condition sine qua non pour rester au sein de l'exécutif. Si Matignon l'accepte, la plupart des ministres LR devraient être maintenus à leur poste. Sébastien Lecornu qui a écrit hier aux syndicats pour tenter de désamorcer la grève d'aujourd'hui. Sans succès, ces appels à poursuivre les échanges autour des enjeux de pénibilité et d'usure professionnelle n'ont pas fait mouche, les syndicats regrettant de ne lire aucune mesure sur le pouvoir d'achat, sur la conditionnalité des aides aux entreprises ou sur la taxe sur les plus riches.
L'appel à la mobilisation reste donc de mise. 250 cortèges prévus, jusqu'à 350 000 manifestants attendus, dont 20 000 à Paris, 20 000 à 40 000 à Paris. Un mouvement qui devrait être moins suivi que le 18 septembre dernier. Et malgré tout, dans la capitale, 5 000 policiers vont être mobilisés pour encadrer le défilé. Une personne a d'ailleurs été interpellée cette nuit selon la police. On est loin des 300 arrestations d'il y a 15 jours. Le directeur de la sécurité de proximité a fait à l'instant un point sur ce dispositif. Écoutez Michel Lavaux. Des tentatives de blocage, en tout cas des rassemblements devant des dépôts de bus et certaines tentatives de blocage devant des établissements scolaires en Petite Couronne et à Paris. À chaque fois, nous envoyons effectivement des effectifs et nous régulons pour savoir si l'accès à l'établissement est complètement libre ou s'il est juste dégradé. Parce que bien souvent, l'entrée principale est bloquée et l'entrée secondaire est libre. À chaque fois, l'important, c'est d'assurer une physionomie de la situation et de déterminer ensuite l'idée de manœuvre et l'éventuel usage de la force. Mais à ce stade, nous n'avons pas de blocage violent sur l'ensemble de l'agglomération. Il y a eu une interpellation. Michel Lavaux, micro Europe 1 de Jean-Baptiste Marty. Bruno Retailleau est pour sa part en train de s'exprimer à l'instant. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Revenons pour l'heure à la flottille de Gaza qui a été interceptée cette nuit par Israël. Rebonjour Frédéric Simon, on vous a retrouvé. Vous nous parliez tout à l'heure de cette 50aine de navires qui ont été donc arrêtés par les autorités israéliennes. Alors qu'il est, une partie de ces 44 navires ont été interceptés par la marine israélienne. Il semblerait que 19 bateaux ont été arraisonnés et que 25 autres continueraient donc de naviguer vers les côtes de la bande de Gaza. Leur arraisonnement pourrait être imminent. Peu après 22 heures, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que plusieurs embarcations avaient été interceptées sans fournir de précision sur leur nombre. L'annonce était accompagnée d'une vidéo montrant l'activiste suédoise Greta Thunberg aux côtés d'un agent de sécurité israélien qui lui donnait une bouteille d'eau. Les passagers des bateaux interceptés sont transférés vers un port israélien. Greta et ses amis sont sains et saufs. C'est ce qu'affirme la diplomatie israélienne. À noter qu'il y a 2 jours, Israël révélait que des soldats avaient trouvé dans la bande de Gaza des documents qui prouveraient l'existence de liens commerciaux et économiques entre les organisateurs de la flottille et le Hamas. Merci Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1. La Ligue des Champions est une belle soirée pour les clubs français. Monaco s'en sort avec un match nul, 2 buts partout face à Manchester City. Les Parisiens, eux, l'emportent 2-1 sur la pelouse de Barcelone. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Cyril, c'était mal parti au début du match, mais force est de constater que le PSG n'a peur de rien. Oui, et quand les stars ne sont pas là, bien ce sont les jeunes Parisiens aidés par quelques cadres qui prennent le relais. L'attaque du PSG était composée hier soir de Mbaye, 17 ans seulement, Mayoulou, 19 ans, épaulé par Barcola, 23 ans. Pas de Dembélé, pas de Désiré Doué. Et en face, un Barça emmené par la superstar Yamal. L'entraîneur Luis Enrique a transformé le PSG en machine à gagner, malgré un but encaissé effectivement en début de partie et 30 premières minutes assez compliquées. Eh bien, les Parisiens ont pris l'ascendant. Sur les côtés, Hakimi, Nuno Mendes était inarrêtable, mais c'est le talentueux Seny Mayoulou qui a remis le PSG sur le droit chemin, comme il l'a expliqué sur Canal+. J'ai pu égaliser avec ce but qui ça nous a remis dans le match. Donc ouais, travail d'équipe, c'est top ça. On savait que si on travaillait bien, on posait notre jeu, on allait réussir à remporter ce match et à revenir. Et le coach aussi, il apporte sa graine chaque jour, donc on est très content. La défaite face à l'OM il y a 10 jours n'était qu'un accident. Quand le PSG en aura fini avec les bobos en récupérant ses stars, l'équipe pourrait devenir irrésistible. Oui, le champion d'Europe, c'est Paris. Merci Cyril de la Morinerie. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal. Allez,